Début vérification. Docteur Ziegler, il est OK. Docteur Moulin, OK, il est prêt. Professeur Olive, OK. OK, on est bon. Module explicatif. Check. Validé. Commentaires. Bon pour les commentaires. OK, conseil départemental à cellule vidéo, le lancement commence. Ah oui, vous avez compris, c'est le Grand Prix. Notre premier candidat n'a pas eu besoin de savoir lire pour aimer le cinéma de Tarantino. La musique de Coltrane ou encore l'escalade dans les calanques de Marseille. Et pourtant, le docteur Johannes Ziegler a fait de la lecture le thème principal de ses recherches. Mes recherches portent sur la lecture, l'apprentissage de la lecture, comment les enfants apprennent-ils à lire et surtout, qu'est-ce qui se passe pour les enfants qui rencontrent des difficultés. Donc les plus graves, c'est la dyslexie, c'est-à-dire l'incapacité d'automatiser la lecture. Donc une découverte majeure de mon laboratoire, c'est de montrer qu'il y a quelques ingrédients, des incontournables de l'apprentissage de la lecture, qui sont donc le développement phonologique, les phonèmes, qui sont le traitement des chaînes de lettres et qui est le vocabulaire. Et nous avons montré qu'avec ces trois compétences, on peut prédire la lecture, les difficultés d'un élève et la compréhension par la suite. Évidemment, c'est une information énorme et importante. L'apprentissage de la lecture est un processus complexe. Voilà, ça, c'est écrit. Aussi, le docteur Ziegler, psychologue de formation, utilise tous les outils pour en disséquer les secrets. Neurosciences, linguistique, mais aussi imagerie médicale et modélisation du cerveau lui ont permis d'isoler 3 éléments essentiels pour acquérir une lecture experte. Alors, les phonèmes tout d'abord, qui sont comme des unités sonores de notre langue et que l'on apprend dès la naissance. Ensuite, le vocabulaire. Et enfin, 3e élément, la connaissance des chaînes de lettres. Bon, nous ne rentrons pas dans le détail de ces 3 éléments, mais sachez qu'ils permettent de deviner quel va être le niveau de lecture d'un jeune élève. Et comme Johannes Ziegler est membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale, autant vous dire que ces découvertes ont un impact direct sur l'avenir de nos chères petites têtes blondes. Et brunes aussi d'ailleurs. Lorsque nous avons compris qu'il y a quelques composantes vraiment nécessaires à l'apprentissage de la lecture, on a repensé totalement les évaluations nationales que passent 600 000 élèves chaque année, donc 600 000 en CP, 600 000 en CE1, etc. Et nous avons repensé ces évaluations nationales pour créer des tests, des outils, donc des repères, ce qu'on appelle des repères, pour mesurer quel est le niveau de vocabulaire, quel est le niveau de connaissance de lettres, quel est le niveau de connaissance de relation entre les lettres et les sons. Donc déjà, le fait qu'un enseignant peut mesurer ses capacités lui permet d'adapter son enseignement, donc ce qu'on appelle la différenciation qui est cruciale et l'individualisation de l'enseignement. Et c'était une approche assez moderne parce qu'on dit pas tous les enfants évoluent de la même façon, apprennent de la même façon. Il faut prendre en compte ces différences interindividuelles. Si le travail sur les évaluations nationales permet de repérer au plus tôt les possibles difficultés de lecture des jeunes élèves, les travaux de Johannes Ziegler ne s'arrêtent pas là. Non, son laboratoire fournit également des applications numériques aux professeurs et aux élèves. Objectif, intervenir au plus vite sur les difficultés de lecture. Aujourd'hui, mon obsession avec pas mal d'autres collègues, c'est intervenir plus tôt. Intervenir, donner aux enseignants des outils, les logiciels, les applications, les ressources numériques fondées sur la science. Donc c'est vraiment important pour nous. Donc c'est pas juste des jeux. C'est un travail. Donc c'est un jeu sérieux, ce qu'on appelle des jeux sérieux. Et donc mon laboratoire effectivement les développe, les évalue, parfois à grande échelle, ce qu'on a fait ici dans le département, dans les quartiers nord de Marseille, sur 1000 élèves qui ont utilisé pendant 5 mois nos logiciels. On les a testés en les comparant à un logiciel qui n'entraîne pas, par exemple, la lecture, pour voir le progrès spécifique lié à nos applications. Et puis, en partenariat avec l'Éducation nationale, on a réussi
à le mettre à disposition gratuitement partout en France, ce qui est une réussite énorme parce que derrière, il y a quand même une société qui les développe, qui doit survivre. Et on a réussi, grâce à un partenariat avec l'Éducation nationale, de le mettre à disposition gratuitement à tous les élèves en France. Jusqu'à 1 nanomètre, voire membrane dense. C'est mon téléphone. Bon alors, pendant que le professeur Moulin répond au téléphone, nous allons en profiter pour vous dire qu'il n'a pas du tout aimé le 3e volet du film Equalizer avec l'excellent Denzel Washington et qu'il aime à peu près toute la musique des années 80 et 90, oui, y compris l'incontournable Words de F.R. David. Bon voilà, à présent nous pouvons parler avec lui des filtres membranaires. On développe pour les industriels des unités de filtration membranaire pour résoudre leurs problèmes, soit en amont pour purifier leurs produits de rentrée, etc., soit au sein même de la production pour purifier leur production, soit en sortie pour pouvoir rejeter dans l'environnement leur effluent en respectant les normes. Le filtre membranaire porte bien son nom. Il s'agit de filtrer un liquide à l'aide d'une membrane dont la composition peut être organique ou minérale. C'est selon ce qu'on veut filtrer. Cette membrane fonctionne en fait comme une passoire, mais dont les trous, ici appelés les pores, sont évidemment microscopiques. Alors bien entendu, les filtres membranaires sont utilisés par nombre d'industries polluantes, mais pas que. Et pour peu que vous habitiez le département, vous avez déjà dû en profiter. Il faut savoir que ça sert à produire par exemple de l'eau potable. Dans le cas par exemple de l'ultrafiltration qui permet de produire de l'eau potable à partir d'eau douce, on va arrêter les matières en suspension que vous voyez dans les rivières, mais on va arrêter aussi les bactéries et les virus qui ne vont pas passer à travers. Et on va obtenir directement une eau potable, entre guillemets, quelle que soit la qualité de l'eau de rivière. Donc nous, sur la région, on a travaillé sur la mise en place de ces unités de traitement dans des communes comme Jouques. On travaille aussi avec la Société de Marseille sur Salon de Provence. Et on a développé pour les marins-pompiers de Marseille un système portatif de production d'eau potable lorsqu'ils partent en site catastrophe pour pouvoir qu'ils puissent avoir de l'eau potable lors de leur intervention. Des procédés membranaires qui connaissent une très forte croissance sont devenus incontournables dans de nombreux domaines. Un exemple concret avec les applications des filtres du professeur Moulin sur l'eau de mer. Par rapport à la filtration d'eau de mer, donc on purifie l'eau de mer pour plusieurs applications, soit la culture de microalgues, et obtenir des microalgues beaucoup plus pures, avec une croissance plus rapide. Il existe des parasites des microalgues qui peuvent venir endommager la culture de microalgues et faire ce qu'on appelle tomber la culture et faire mourir la culture. On travaille aussi sur la biosécurisation des fermes aquacoles pour protéger les huîtres depuis la fécondation jusqu'aux tailles de naissain. Donc on va arrêter là aussi les virus, les bactéries pour que les huîtres, bébés huîtres puissent croître jusqu'au niveau naissain. Sur les études qu'on mène, que ce soit pour la partie microalgues ou protection des animaux, mollusques, huîtres, palourdes, etc., on se sert de l'ultrafiltration qui suffit à arrêter les bactéries et les virus. Technologie extrêmement porteuse, la filtration membranaire ouvre de nouvelles perspectives en termes d'enjeux environnementaux. De quoi nourrir de nombreux fantasmes. Fantasme, je dirais, de la vie de tous les jours, c'est la problématique de l'eau qu'il y a actuellement dans le monde. Donc c'est arriver en France à faire de la réutilisation des eaux. Donc c'est des choses qu'on commence à faire sur les communes de Cuges, de Châteauneuf-les-Martigues, etc. Mais ça reste de l'expérience. Donc l'idée, c'est de pouvoir développer ça à grande échelle. Et puis je pense qu'on sera amené dans pas longtemps sur la région à dessaler l'eau de mer du fait du manque de la ressource en eau. Donc c'est être moteur aussi du fait de la localisation sur ces domaines-là. Après, un fantasme plus perso, ça peut être localement aussi arriver à filtrer le pastis par membrane. Hé, j'ai rien sous ma toge. Pardon? J'ai tout viré, je suis complètement à poil là-dessous. Quand nous avons rencontré notre deuxième candidat, il venait de dévorer un livre sur l'Empire romain et il se préparait à aller faire son jogging avec du lavillier dans les oreilles. Mais nous avons quand même réussi à intercepter le professeur Olive pour lui demander de nous parler d'immunothérapie. Mes recherches portent sur l'immunologie donc, et moi je travaille essentiellement sur deux facettes. D'un côté, le système immunitaire et comment le moduler, en particulier dans les cas où il fonctionne moins bien. Et j'ai développé des anticorps qui ont pour but d'agir sur ces cellules pour augmenter les réponses
contre les cellules cancéreuses, mais aussi dans les maladies infectieuses. Pour comprendre l'importance des travaux du professeur Olive, un petit rappel. Notre corps dispose d'un système de défense, le système immunitaire. Alors prenons l'exemple de cette cellule cancéreuse. Une fois détectée, une armée de cellules va venir défendre notre système pour attaquer l'intrus. C'est la réponse immune. Et vous allez l'entendre, nos cellules sont plutôt bien organisées. La réponse immune, il y a plusieurs phases. Pour simplifier, une phase initiale, qui est la réponse immunité innée, sur les cellules qui prennent en charge. On parle par exemple du monocyte macrophage, plusieurs populations, qui s'occupent du travail immédiat. Ça signifie qu'immédiatement, ce qu'elles vont faire, elles vont recruter d'autres cellules immunes. Et elles vont participer à leur éducation. En même temps, elles ont des effets directs contre la tumeur. Donc c'est un effet mixte, c'est un effet à la fois de mise en route du système, ce que j'appelle l'étincelle. Le but c'est de créer une étincelle pour faire démarrer, tout en ayant des fonctions par eux-mêmes. Donc par eux-mêmes ils peuvent faire certaines choses, mais en étant finaliste, on peut dire qu'ils savent que ça peut ne pas être suffisant. Et comme vous êtes prudent, vous préférez avoir plusieurs mécanismes plutôt qu'un seul. La réponse immunitaire est donc constituée de deux lignes de défense. Les cellules de l'immunité innée, elles interviennent immédiatement contre l'ennemi, mais elles se battent avec des moyens limités. Disons que ce sont nos petits soldats de base. Et puis, il y a les cellules de l'immunité adaptative, qui, elles, n'arrivent que 5 à 7 jours après l'alerte. Oui, mais alors pourquoi ce délai ? Eh bien, car notre immunité adaptative, constituée de lymphocytes B et T, a besoin d'être éduquée par l'immunité innée qui va lui fournir les éléments nécessaires à son intervention, des éléments qu'elle a recueillis sur le site de la tumeur. Donc en quelque sorte, ce laps de temps va permettre à notre immunité adaptative de se spécialiser en fonction de la nature de l'agression. Oui, mais voilà, certaines tumeurs cancéreuses parviennent à perturber ce processus en limitant fortement notre réponse immunitaire. Mais c'était sans compter sur les travaux du docteur Olive. Ces traitements à base d'anticorps sont là pour venir stimuler et fortifier nos lignes de défense. Moi, ce que je cherche et ce qui est abouti à l'heure actuelle à des créations de sociétés, de biotech. Donc, dans un cas, c'est sur une des cellules de l'immunité innée. Et on s'est rendu compte qu'on avait trouvé un anticorps qui était capable d'augmenter cette immunité innée avec des effets anti-cancer importants. Ce qui fait que ce qui a été fait, donc j'ai créé une société qui s'appelle ImCheck Therapeutics en 2015, qui ensuite utilise ce produit pour l'utiliser chez les patients dans les essais cliniques. Et pour l'instant, il y a 150 patients qui ont été inclus. Et le but étant, puisqu'on a déjà des résultats cliniques, d'identifier les meilleurs patients qui pourraient en bénéficier. Et c'est l'objet de ce que fait ImCheck Therapeutics à l'heure actuelle, pour donner un exemple.